comment allez-vous? Ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Dieu merci. Ok, donc on va vous laisser vos 10 minutes. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Merci, cher frère éclaireur. Merci à toute la classe. Merci spécial au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour le pays. Et merci à toutes les bonnes volontés, tous les amis et partenaires de la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères éclaireurs, on va continuer à défendre le Prado, le président de la République, parce qu'il est assez exceptionnel. Et donc, il faudrait, nous ne faisons que rappeler, parce que les gens, ils ne voient pas tout. Il faut le leur rappeler aussi. Alors, je vais rapidement revenir sur l'intervention de Soumaïla Bredoumi, qui, dans son intervention, a dit comme ça que oui, la pauvreté a grimpé jusqu'à 40%. Alors, bon, ça, je ne sais pas si ces gens-là sont au pays là-bas et qui ne voient pas, ou bien si c'est de la mauvaise foi. Mais je retiens la mauvaise foi. Parce que eux, leur gouvernement, le PDC, plus leur allié, leur nouveau allié, soi-disant, totalisant 17 ans de gestion, ben, nous n'avons... Qui retient quelque chose aujourd'hui? Hein? Bon, le même Thiam là, qui le veut positionner là, il était là. Le tram que le président est en train de faire, pourtant c'est un vieux projet. Il y a eu des pluies de milliards. Pourquoi n'ont-ils pas fait cela? Ces milliards-là sont passés où? Il faut qu'ils nous disent où c'est passé. Il y a eu des routes telles que celui d'Otiene Boundiali qui avait été commencé, on a vu des machines, après on n'a plus rien vu. Il a fallu le bâtisseur Alassane Ouattara pour venir mettre tout ça dans l'ordre. Qui c'est qui peut retenir quelque chose de ces 17 années de gestion? Quant à Gbagbo, lui, il a mis beaucoup plus d'argent dans l'armement et d'ailleurs, il se vantait de dire qu'il prêtait de l'argent. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'avait pas d'argent pour pouvoir faire des réalisations. Vous voyez? Et ces deux médiocres-là qui veulent faire alliance aujourd'hui pour venir encore faire chuter la Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire mérite beaucoup mieux. Oui. Alors, vous avez parlé... bon, je vais revenir là-dessus, hein, c'est un point. Mais pour continuer, pour les actions du président, son Excellence Alassane Ouattara, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire a une consommation à peu près de 2 500 000 tonnes de riz. Et pour cela, il y a 30 unités industrielles pour la transformation des riz paddy qui seront mis fonctionnels très bientôt. Nous avons 31 unités de transformation d'Anakad, donc pour nos parents qui cultivent l'Anakad. Et nous avons, comment dirais-je, l'EVA, l'usine de transformation de l'EVA qui vient d'être construite, et tout le monde sait que dans ce secteur-là, on a besoin d'unités de transformation. Ah, donc c'est pour dire que le président continue, c'est ce qu'il a promis, c'est qu'en 2040, la Côte d'Ivoire va être industrialisée. Mais l'industrialisation, ça commence par là aussi. Et pour industrialiser, on ne peut pas faire des industries s'il n'y a pas de camions, s'il n'y a pas de personnes qui peuvent circuler pour atteindre ces industries, pour envoyer la production vers ces industries. C'est pour ça que le président a mis en avant la construction des routes, la construction des ponts, que vous voyez un peu partout. Et d'ailleurs, je crois qu'eux-mêmes, ils s'en plaignent qu'on ne mange pas goudron, on ne mange pas route, on ne mange pas pont. Mais vous voyez comment les gens, ils sont de mauvaise foi. Vous voyez comment ils essaient de tromper les Ivoiriens. Alors, il faudrait que ça cesse. En matière de production de riz, vous savez qu'on a on n'est pas autosuffisant. Et le président Houphouët-Boigny a parlé d'autosuffisance alimentaire à tout moment. Et celui qui a pris la relève, Bédier, il pouvait continuer. Mais non, ça n'a pas été. On n'a pas eu l'autosuffisance alimentaire. Et là, nous, avec le président, son Excellence Alassane Ouattara, nous passerons de 720 000 hectares à 800 000 hectares. Vous comprenez que quelqu'un qui est en train de travailler, je ne sais pas qu'est-ce que la France viendra chercher. Nous savons que Thiam, il est français, mais avant d'être français, il est ivoirien. Et si jamais il s'y met, il continue l'œuvre de CNT qui a été interrompue, parce que moi, j'estime que en fait, ça a été juste interrompu et qu'ils veulent, on va dire, continuer. Et avec l'aide de la France. Si la France
vraiment, je vais jouer ces dernières heures en Afrique. Je pense que l'occasion est là de pousser. Et il ne faudrait pas qu'ils viennent nous dire un Français candidat à l'élection a été ceci, cela. Mais non, il sera traité en tant qu'Ivoirien s'il veut prétendre à la magistrature suprême et qu'il aille dans le sens du CNT qu'il avait commencé, qu'il avait contribué. Et donc nous attendons très bien la France et je crois que malheureusement les Français se réveilleront pour constater les dégâts. Et ça, oui, on ne va pas tergiverser là-dessus et ça sera vraiment, ça sera très catastrophique pour la France qui n'a que 2 pays pour l'instant en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors si la France elle est partie pour définitivement perdre l'Afrique, je crois que les élections de 2025 sera une occasion pour elle pour faire ses valises définitivement et donner dos à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique de l'Ouest en tout cas. Maintenant, dans le développement, vous avez parlé un peu nous qui quittons notre pays pour venir ici. Et bon, il y a aussi le côté des étudiants. Vous savez très bien que si nous avons un problème d'industrialisation aussi, si nous avons un problème de transformation de nos produits, c'est aussi l'effet des bourses qu'on nous octroie. Donc, la France, je ne crois pas qu'on ait besoin de venir étudier en France pour être professeur d'anglais, pour être professeur de mathématiques. On a tout sur place là-bas pour être des professeurs assez performants pour pouvoir enseigner nos élèves. Alors, donc c'est pour cela, au lieu que la France ou bien même les autres pays se penchent sur ce dont nous avons réellement besoin, c'est ce côté-là, hein, vous savez, la Chine, la Malaisie, en tout cas de façon globale, les pays asiatiques, quand ils viennent beaucoup plus en Occident, tout le monde parle aujourd'hui que la Chine a copié. Mais oui, ce sont les touristes chinois, ce sont les étudiants chinois qui sont venus, ils ont appris et ils sont allés imiter. Dans l'imitation, la Chine est devenue pratiquement première puissance économique mondiale. Mais c'est ce qui nous a manqué, nous autres Africains. On est venu étudier des choses qui ne vont pas industrialiser nos États. Et ça, je crois que nos États doivent beaucoup plus négocier les bourses d'études côté asiatique. Ça peut être en Inde, ça peut être en Chine, en Malaisie, qui notamment arrive à transformer l'EVIA et choses même aberrantes. La Chine qui est devenue première puissance en termes de production de dacheki. Alors ça, vous voyez, en tant qu'Ivoirien, c'est assez frustrant. Et donc, ce côté-là, je pense que les autorités doivent beaucoup plus être regardants au niveau des bourses à négocier auprès de ces États. Maintenant, pour Katina, bon, vraiment, je crois, il ne sait pas mobiliser comme un tel monde avec la Coupe d'Afrique qui a quand même évolué. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 6 stades et pour organiser un tel grand événement, ça mobilise, on a besoin de beaucoup de personnes. C'est ainsi qu'on a 20 000 bénévoles qui quand même vont contribuer à la réalisation de ce projet-là, de cet événement-là, parce que nous allons accueillir du monde un peu de partout. Il n'y a pas que des Africains. Il y a des gens à la Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, les gens, ils sont attirés, mais ils vont profiter aussi de cet événement-là pour venir visiter la Côte d'Ivoire, pour venir voir ce qu'ils peuvent faire comme investissement. Et donc, c'est tout cet ensemble-là. On ne prend pas ça à la légère. Et avec la sécurité, vous savez très bien que bien avant la CAN, avec ou sans la CAN, nous avons déjà la menace d'un certain nombre de pays que nous surveillons de près, jour et nuit, seconde par seconde, et dont nous les attendons. Ceux-là aussi, au lieu de se préoccuper de leurs difficultés, ils viennent chercher des ennuis supplémentaires. Mais il n'y a pas de souci, ils seront servis très copieusement. Donc, chers frères éclaireurs, pour ce soir, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, sinon je vais m'arrêter là pour ce soir, et donc restez à l'écoute. Hein. Okay. Voilà. Vous avez atteint 9 minutes 27 secondes et... Ah non, mais bon, donc je m'en arrête là si vous avez quelque chose à ajouter. Merci beaucoup à tous. Je voudrais vous dire vraiment merci d'avoir enrichi encore avec vos explications tout ce qu'on a eu à redire. Parce que la parole humaine, vous savez, quand elle est réexpliquée de différentes façons,
Ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres nouvelles personnes de mieux la cerner. Vraiment, merci des explications que vous avez données. Et continuons de croire en cette Côte d'Ivoire qui veut relever la dignité de tous les Ivoiriens, sans exception. C'est de cela qu'il est question. Et le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui sera dans les grands mots, mais il est dans les grandes actions. Et quand tu as quelqu'un qui agit, tu es bien placé. Et soyons fiers du président et soyons fiers de ce qu'il a pu déjà réaliser. Et apprêtons-nous pour les combats futurs à venir. C'est ce que nous disons à tous les militants, mais de toujours garder l'espoir et le courage. C'est ça aussi qui permet à une personne de vivre. C'est ce que je voulais ajouter. Merci, je m'en arrête là et puis Okay. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, cher René. Et... Alors? Oui. Bonsoir, bonsoir éclaireur. Bonsoir, cher mère. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok. Et vous-même? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ah, d'accord. Dieu merci. Ok. Donc, on va vous laisser votre temps de parole. D'accord. Merci de me donner la parole ce soir, éclaireur. Je dis bonsoir à toute la classe. Merci, éclaireur, pour le combat. Et je dis aussi merci à tous les élèves de la classe, tous ceux qui sont présents tous les soirs pour vous accompagner dans le combat. Alors, je sors ce soir parce que éclaireur, la semaine dernière, dimanche dernier, a vu l'élection de Madame Arlette Badou à la tête des femmes du RHDP. Donc, elle a été élue présidente nationale des femmes du RHDP. Donc, moi, je sors pour la féliciter pour son élection, mais en même temps, je voudrais lui dire que cette élection doit être placée sous le signe de la cohésion, de la solidarité, du vivre ensemble et du rassemblement. Parce qu'il y a des défis qui nous attendent, c'est-à-dire 2025. Alors, 2025, ça ne va pas être du jeu. Quand on voit en face certains qui commencent déjà à exulter parce que ils sont élus à la tête du PDCI, donc ça veut dire que nous avons un adversaire déjà déclaré. Donc moi je voulais dire à Dame Arlette Badou, qui est de la région du Moronou, d'être vraiment en ordre de bataille parce que son élection n'est pas, elle doit comprendre que cette élection c'est pour que elle aille vraiment convaincre nos parents du Moronou, parce que on sait que le Moronou est une région difficilement prenable, parce que Afi a régné pendant dans cette région et qui est tombé dernièrement aux mains du PDCI. Oui, parlons du PDCI. Donc nous aimerions que pour 2025 que le Moronou ne nous serve pas du 10% ou du 8%, nous aimerions qu'en 2025, que le Moronou nous donne au moins 80% aux élections présidentielles. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'élection d'Arlette Badou, pour que le Moronou qui est une région acquise au FPI autrefois et qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, devient PDCI, qu'on puisse, n'est-ce pas, conquérir cette région-là. Parce que voilà, c'est ma région aussi d'origine par ma mère, donc elle me tient énormément à cœur. Et étant du RHDP, vraiment j'aimerais voir cette région nous revenir, vraiment. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'élection d'Arlette Badou. Et je voulais aussi dire merci aux candidates qui ont bien voulu retirer leur candidature au profit, n'est-ce pas, d'Arlette Badou, parce que on sait que en démocratie, le consensus fait partie du jeu démocratique.
Donc, c'est au nom du consensus qu'elles se sont retirées pour que Arlette Badou soit la seule candidate. Voilà, donc merci. Et je pense que Madame Badou va travailler en lien avec toutes les femmes du RHDP pour que nous allions ensemble dans la même direction aux élections de 2025. Voilà ce que je voulais dire. Et sinon, par rapport à Thiam, je voulais lui dire bienvenue parce que là, il existe, étant donné qu'il a été élu finalement. Moi, je pense que on lui a donné le PDCI sur un plateau d'argent simplement. Parce que quelqu'un qui a été absent du jeu politique, qui a été absent du champ politique, il revient comme ça. Et je sais pas, par un coup de baguette magique, on dit que c'est lui qui prend la tête du PDCI. Donc, moi, je pense que ce monsieur, de toutes les façons, il ne nous fera pas peur, il ne nous fait pas peur. Et nous allons sereinement avec le président Ouattara pour 2025. Et donc, on va prier pour que Dieu donne la santé au président Ouattara, que Dieu lui donne une longévité pour qu'il soit notre candidat en 2025. Et si ça doit être contre Tidjane Thiam, alors nous allons nous tenir prêt contre ce monsieur, ce bras cassé, ce peureux, parce que moi, quand je le vois parler, quand je l'entends parler, et quand je vois sa posture, je me dis qu'il n'est pas rassurant. Il ne maîtrise pas les rouages de la politique. Il n'a pas les notions politiques. Voilà, donc au nom du fait qu'il est le petit-fils d'eux, voilà, on lui donne le PDCI, parce que justement, ça démontre vraiment cette conception clanique du pouvoir chez les Baoulés. Lui, je dis chez les Baoulés parce que on a l'impression que c'est de grand-père à petit-fils. Voilà. Et même Bédier, lui aussi avait cette conception. Il envisageait, n'est-ce pas, la succession comme une monarchie. Donc, ils sont un peu dans la droite ligne en fait. Donc, nous disons de toutes les façons, nous allons combattre tous ceux qui vont se dresser sur notre chemin au RHDP. Voilà, nous ne ferons pas de cadeau à qui que ce soit et nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour aller les combattre, toute l'opposition réunie. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Merci de m'avoir donné la parole. Je ne vais pas être longue, je sais qu'il y a du monde. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Merci pour cette brève revue de toute l'actualité que vous avez si brillamment effectuée. Et vraiment, vous avez bien expliqué et surtout les enjeux à venir. C'est à chacun d'en être conscient et d'affûter nos armes pour pouvoir relever ces défis avec beaucoup de dignité. On espère bien que les uns et les autres comprendraient de quoi il est question et vont s'adapter à la réalité du terrain pour ne pas être surpris. Demain, c'est aujourd'hui. Et donc, toute personne prudente prépare l'avenir en agissant dans le présent. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de votre sortie. Et on va vous souhaiter un excellent week-end. Merci beaucoup, éclaireur. Bonne soirée à tout le monde et bon week-end à vous aussi. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, c'est le roi que nous tentions de joindre. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Et c'est ce qui va de facto mettre fin au direct du jour. J'allais profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont mis les cœurs, à tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué à ce que nous puissions faire l'émission. Merci infiniment pour les commentaires, pour les partages, pour les cœurs. Merci à tous ceux qui aiment notre idéologie. Et nous vous disons à nous retrouver le lundi et que la grâce de Dieu demeure en chacun. Merci et encore merci infiniment à chacun et à chacune.